Bonjour, soyez les bienvenus dans Politique. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30, 45 minutes d'entretien pour interroger celles et ceux qui font la politique. Dans un instant, nous serons rejoints par Nora Hamadi et par l'historien Nicolas Rousselier. Mon invité aujourd'hui, l'ancien ministre et candidat à la présidentielle, Arnaud Montebourg. Bonjour. Bonjour. Arnaud Montebourg, vous avez été ministre de l'économie et du redressement productif sous François Hollande, avant de vous retirer provisoirement du champ politique pour devenir chef d'entreprise. Mais vous voici de retour avec un projet que vous avez intitulé La Remontada et dont on va parler. Nous avons du temps pour cela. Mais je voudrais qu'on débute d'abord par ce qui trouble un peu votre campagne depuis 2 semaines, cette proposition de bloquer les transferts d'argent des particuliers vers des pays qui refuseraient de rapatrier leurs ressortissants expulsés. Est-ce que cet épisode de la Western Union était, une boulette ? Écoutez, j'ai déjà tout dit, donc je ne vais pas passer cette campagne à commenter ce que j'ai qualifié moi-même d'une erreur. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on a une vision finalement de reconstruction de la nation, et ma vision d'ailleurs de l'immigration est inclusive, je défends l'immigration économique, je considère que la droite, à travers ses débats, qui a multiplié le concours d'immigration zéro, qui est une sorte d'imposture, parce qu'elle n'existe pas, et que par ailleurs, reconstruire un pays, le réindustrialiser, le remonter dans ses fondamentaux, lui redonner plus de force, augmenter les salaires, tout ça est un projet très ambitieux qui est attractif et inclusif. Et donc, à partir du moment où je considère que l'immigration est contractuelle, c'est un contrat entre une nation et un individu accueilli sur le territoire, dès lors que le contrat n'est pas respecté, il faut le faire respecter. Voilà, il n'est pas respecté, donc il faut le faire respecter. Et c'est ce qui s'est passé, finalement, dans cette proposition. Je ne m'attaquais qu'aux États. Et ça a été interprété comme une sorte d'atteinte aux gens. Aux particuliers. Oui. Et c'est donc, finalement, ce que j'ai exprimé comme regret, en quelque sorte, en disant, moi, mon sujet, c'est finalement ce que tous les États ont toujours utilisé. D'ailleurs, c'est une politique Biden, c'est une politique Obama, sur certains États avec lesquels nous sommes en conflit. Et aujourd'hui, nous sommes finalement dans la dureté des temps, où il y a des confrontations. Et la gauche, historiquement, n'a jamais su, finalement, depuis très longtemps, défendre une politique de protection contre cette dureté. Je vous promets qu'on ne va pas passer 1 heure là-dessus, mais vous êtes à environ 3% des intentions de vote dans les différents sondages. On a vu que cet épisode a quand même provoqué au sein de votre camp des remous avec des départs de plusieurs membres de la campagne. Est-ce que vous avez failli renoncer ? Écoutez, non, je poursuis mon cap. Et en vérité, j'ai eu beaucoup d'attaques parce que finalement, je suis attaché à traiter les impasses du débat public. De la même manière que le président de la République, M. Macron, dit qu'il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat. Vous entendez aujourd'hui le Parti socialiste, il n'y a pas de problème avec l'Europe, finalement. Continuons comme avant. Je rappelle que c'est d'ailleurs l'Europe qui impose aujourd'hui des réformes de retraite, des retraites antisociales. C'est la même Europe qui a imposé des politiques d'austérité qui ont fait exploser le gouvernement Hollande. Et c'est à cette occasion que la fracture était venue entre le ministre d'économie que j'étais et le gouvernement de l'époque, socialiste. Donc on peut continuer à ne pas traiter les questions et les problèmes. Moi, mon objectif, c'est de regarder la société telle qu'elle est, les yeux ouverts, le monde tel qu'il est, et d'apporter des solutions. Un dernier mot là-dessus. Quand en début de semaine, Marine Le Pen, sur France Info, je crois, dit espérer pouvoir un jour monter un gouvernement d'union nationale qui irait de Éric Zemmour à Arnaud Montebourg. Non, mais moi, je n'appartiens pas à ceux qui, aujourd'hui, organisent ou j'allais dire, leur discours autour de la nation ethnique. Moi, je défends la nation politique, celle de projet. Ce qui fait notre ciment, c'est non pas ce que nous serions par le sang ou la religion, supposément, qui d'ailleurs est totalement un mythe, mais ce que nous voulons faire ensemble. C'est le projet de Rousseau. Eux, c'est le projet de Maurras. Mon projet est celui de Jaurès. Eux, c'est le projet de Vichy. Et donc, il n'y a absolument aucune convergence entre ces deux mondes.
Et c'est une des raisons pour lesquelles, face à l'identité, je défends la souveraineté. La souveraineté, c'est le droit de décider ensemble. Hubert Védrine dit une chose très juste, il dit, l'ancien ministre des Affaires étrangères, il dit tous les pays du monde sont souverainistes, sauf quelques pays de l'Europe occidentale. Mais il ne pourrait pas y avoir une union des souverainistes de gauche, comme vous par exemple, et des souverainistes de droite? Mais ce ne sont pas des souverainistes, ce sont des identitaires. Et donc, à partir du moment... Cette fracture-là, elle est fondamentale. Parce que lorsque vous êtes souverainiste, ça veut dire que vous voulez renforcer la nation et que vous vous adjoignez tout le monde. Et vous ne commencez pas à trier les citoyens selon leur prénom en leur demandant de se débaptiser, comme l'a fait un presque candidat nommé Zemmour. Donc vous voyez que cette fracture-là, elle est fondamentale. J'ai envie de vous dire, M. Mélenchon a même dit que je devrais être son Premier ministre, et Mme Hidalgo a déclaré qu'il faudrait m'embarquer. Donc, si vous voulez, ce que je vois, c'est que les idées que je défends maintenant depuis plusieurs décennies sont devenues majoritaires. Le Made in France, la démondialisation. On va y revenir évidemment on ne va pas y revenir sur le programme économique. Parce que ça fait partie, c'est pas que des programmes économiques, c'est une vision culturelle de notre pays. C'est une bataille culturelle, le Made in France. C'est la croyance en nous-mêmes et en nos outils de travail, la manière de nous unir pour les remonter. Donc c'est beaucoup plus, en fait, que ce qu'on voudrait lui faire dire, une sorte de programme économique. Alors Arnaud Montebourg, je présente Nora Hamadi qu'on vient d'entendre dans son émission Sous les radars. Nora, vous évoquiez la situation des migrants à Calais et vous avez une question pour Arnaud Montebourg. Oui, bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour. Alors on évoquait justement la situation à Calais qui semble être le symbole en fait de l'impasse des politiques migratoires européennes. Toutefois, cette semaine, un rapport parlementaire a été rendu et donnait la nécessité en fait de mettre en place des camps de réfugiés ou à minima des petites unités de vie le long du littoral pour un meilleur accueil de ces exilés. Qu'en pensez-vous ? Alors, comme vous le savez, Calais n'est pas une crise migratoire liée à la France, mais à l'Angleterre et au désir qu'un très grand nombre de migrants veulent atteindre l'Angleterre. Et la France est transformée en garde-frontière de l'Angleterre en raison des accords du Touquet puis de Sandhurst, qui ont été modifiés en 2018. C'est un choix politique qui a été fait. Je pense d'ailleurs qu'il n'est pas inéluctable vu l'évolution du Brexit. Mais il y a eu des grèves de la faim qui ont été engagées par plusieurs prêtres et des militants de soutien à ces personnes qui sont en détresse, dans la pauvreté, entre les mains des passeurs. Le gouvernement a envoyé un médiateur, M. Leski, et qui a expliqué ce qu'il proposait. Il a proposé des hébergements. Et d'ailleurs, je veux saluer son travail. Il a dit, mais on ne va pas mettre des hébergements à Calais, parce que s'ils restent à Calais, ils sont la proie des passeurs. Et donc, l'objectif qui a été fixé est d'éviter la reconstitution d'une jungle, qui est quand même des conditions... Je suis allé à Calais il y a quelques années visiter la jungle avant son démantèlement, avec les élus locaux. Et je dois vous dire que ce sont des conditions indignes sur notre territoire. Oui, mais justement, avec misère, pauvreté, raquettes, il y a aujourd'hui des mini-jungles qui se mettent en place et qui sont démantelées tous les jours. Comment faire en sorte que dans cette trajectoire migratoire, les exilés ne vivent pas cela au quotidien ? La proposition de M. Leski me paraît très raisonnable, qui consiste à proposer des hébergements. Ça a été sa proposition qu'il a mise sur la table, dans la mesure où il faut traiter ces personnes de la façon la plus digne possible et humaine. Et la première des humanités et des dignités, c'est qu'ils aient un toit et qu'ils ne soient pas à la proie de toutes les exploitations et des trafiquants d'êtres humains. Et ça passe par des hébergements. Alors, je crois que la proposition qui a été faite par M. Leski, c'est que les hébergements soient le plus éloignés possible de Calais. Voilà. Et j'approuve cette proposition. Est-ce qu'il faut, selon vous, remettre en cause les accords du Touquet qui fixent la frontière en France ? Ça va être difficile avec le Brexit, mais la réponse est oui. Dans la mesure où nous sommes les gardes-frontières. Mais comment faire ? Car on ne va pas laisser les migrants risquer leur vie sur la Manche, qui est une mer très dangereuse avec beaucoup de trafic maritime. Donc la vision humaine doit prévaloir la vision, j'allais dire, politique. Arnaud Montebourg, si on regarde la situation de l'autre côté de l'Europe, à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, est-ce qu'il faut construire un mur à cette frontière et est-ce que l'Union européenne doit le financer tout en partie ? Écoutez, d'abord, ce n'est pas une crise migratoire naturelle. Elle a été organisée, instrumentalisée par le régime biélorusse pour obtenir des contreparties. Donc, se sert des gens,
et de leur misère, et y compris de leurs morts, car je crois qu'il y a eu 11 morts à la frontière, des personnes qui sont mortes de froid, qui n'ont pas été secourues, et qui dont au moins un enfant. aux prises avec la faim et le froid. Donc ce sont des gens qui ont été manipulés et propulsés contre la frontière de l'Europe. Donc la première des réponses, elle est humanitaire. Je crois que l'organisation de l'ONU, le HCR, a fait des propositions, a demandé que la Biélorussie les exécute sur son sol, c'est-à-dire secourir ces personnes qui ont été manipulées par le régime biélorusse. Deuxièmement, les routes migratoires, c'est-à-dire artificielles, qui ont été construites par le régime biélorusse depuis le Liban ou l'Irak, doit faire l'objet d'intenses négociations diplomatiques pour qu'elles soient coupées. Puis troisièmement, l'Union européenne a été à juste titre solidaire de la Pologne pour défendre la frontière européenne, ne pas céder au chantage du régime biélorusse. Et j'ai trouvé tout à fait justifié que la solidarité à travers Frontex puisse s'exercer. Est-ce qu'il faut construire un mur? Ça ne sert à rien, les murs, et c'est indigne des valeurs que porte l'Union européenne. Voilà ma réponse. France Culture, politique, Grégory Phillips. Alors, Arnaud Montebourg, j'aimerais qu'on vienne à votre projet, et notamment économique, mais la situation économique, on l'a vu ces 2 dernières années, dépend aussi de la situation sanitaire. 5e vague. Est-ce qu'à votre avis, la France se dirige vers de nouvelles mesures restrictives, type confinement ou autre ? J'ai compris, d'après les déclarations gouvernementales, qu'il n'y avait pas cette intention. Je ne comprendrais pas d'ailleurs qu'il y en ait, dans la mesure où nous avons un des taux de vaccination les plus élevés. J'ai eu moi-même le Covid, je me suis fait vacciner et je sais ce que c'est que cette maladie, et je conseille à chacun de se faire vacciner. Les médecins et le gouvernement ont pris la décision de procéder à un rappel pour un certain nombre de personnes qui risquent d'être exposées à un affaiblissement de la protection vaccinale. On peut considérer que c'est une décision raisonnable qui ne justifie aucune mesure coercitive. En vérité, la crise du Covid, pour moi, a révélé des problèmes démocratiques de ce pays. Les questions sanitaires doivent être discutées et doivent être discutables. Elles ne peuvent pas être l'apanage d'une expertise verticale, elles doivent être discutées, y compris avec des gens de terrain. Vous estimez qu'il n'y a pas eu d'échange, de discussion sur le pass sanitaire, par exemple ? En tout cas, les décisions qui ont été prises sur le fait qu'on ait tout mis sur le vaccin, et très peu de recherche a été engagée 2 ans après sur les traitements ambulatoires précoces à la demande des médecins de ville, de terrain, qui, eux, gèrent toute la partie, j'allais dire, préliminaire de la maladie, et non pas la partie d'aggravation que connaissent parfaitement les médecins hospitaliers. Je trouve que le débat aujourd'hui démocratique sur toutes ces grandes questions est absolument insuffisant. D'ailleurs, le président de la République, il gouverne par conseil de défense. C'est le pouvoir d'un seul. Le Parlement exécute des décisions et le gouvernement n'en rend nullement compte devant un Parlement anesthésié. Sur le plan économique, est-ce que le quoi qu'il en coûte a été efficace ? On peut dire que le quoi qu'il en coûte a permis de tenir la situation. Nous allons maintenant devoir, une fois que la mer va se retirer, voir les dégâts. Donc nous n'en connaissons pas encore le prix. Le prix de l'endettement privé, il est très connu, c'est 130 milliards de dettes privées des entreprises et 500 milliards de dettes Covid publiques. Et peut-être qu'elle va encore augmenter car il faudra secourir les entreprises qui ne pourront pas faire face à leurs engagements liés aux prêts garantis d'État. Donc nous avons, pour l'instant, nous ne connaissons pas le prix global de cette politique. Pour ma part, elle était nécessaire car les enseignements de la loi de la période 2008-2009, de la grande crise financière, nous permettaient de comprendre à quel point il est nécessaire que l'État se porte au secours de l'économie. Ce qui montre que nous avons changé de monde. Et mon projet que j'appelle Remontada, qui est d'abord un projet de reconstruction industrielle et agricole dans notre pays, qui est très abîmé. Nous sommes la lanterne rouge économique de notre pays. Il suffit de regarder, on parle de la dette, mais regardez la balance commerciale. Nous sommes moins 85 milliards. Tous les autres pays autour de nous à l'exception de l'Espagne, sont ultra excédentaires. Et par ailleurs, ils ont à peu près tous atteint le plein emploi. À quoi c'est dû cette situation de ce déficit commercial Eh bien parce que nous avons abandonné notre industrie. Nous avons donné les clés de l'industrie aux autres qui sont allés installer les usines ailleurs. J'ajoute que les années macronistes ont été les années de la destruction du Made in France. Alstom,
Technip, Alcatel, Lafarge, Essilor, Suez, et maintenant Engie. Tout ça, c'est quoi? C'est le laisser-faire pour les puissants de ce monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai proposé la création d'un délit de trahison économique et de protection de nos outils de travail stratégiques, à haute intensité technologique et à fort pouvoir commercial dans le monde. Dans ce domaine, si d'aventure vous étiez élu, quelle serait votre première décision économique? Ma première décision économique serait de créer dans les territoires désindustrialisés, là où finalement le Made in France a pris finalement les coups de toutes ces crises, la crise financière et la crise Covid, la reconstruction des 500 usines qui nous manquent par la commande publique, 116 milliards de dépenses publiques que nous pourrions utiliser pour réindustrialiser le pays. Je prends un exemple. Les hôpitaux achètent environ, importent chaque année 10 milliards de médicaments alcaloïdes qui servent à endormir les patients avant chaque opération chirurgicale, 10 milliards. Vous pouvez construire déjà 10 usines en utilisant les achats publics des hôpitaux vers des usines que nous pourrions reconstruire à des prix d'ailleurs compétitifs et avec le soutien d'industriels et de l'État. Ce qu'il va falloir inventer, ce sera ma première décision. Mais l'État mettrait combien sur la table? 115 milliards, vous dites? Non, ça, c'est ce que aujourd'hui nous dépensons en commande publique, collectivités locales, État et établissements publics hospitaliers, par exemple. Et là, le plan que vous imaginez coûterait combien alors? Dans les secteurs que j'imagine, c'est 100% de la commande publique sur 60 produits stratégiques qui nous permettraient de remonter 4 à 5 points de richesse nationale dans la valeur nationale en valeur industrielle. Ça nous permettrait de recréer à peu près entre 100 et 150 000 emplois industriels tout de suite, assez vite. Et vous savez, quand vous créez un emploi industriel, vous en créez 3 de services derrière. Et c'est le moyen, 1, de retrouver notre souveraineté économique, 2, de faire travailler le public et le privé qui aujourd'hui ne savent toujours pas travailler. En France, on ne sait pas faire des équipes. Voilà, d'où l'esprit de la remontada. C'est-à-dire qu'en fait, on a des règles bureaucratiques avec des hauts fonctionnaires à Bercy qui décident et toisent le reste de la société, mais il n'y a pas de mode projet et de collaboration entre le public et le privé. Les industriels savent bâtir des lignes de production, l'État ne le sait pas. Les industriels n'ont pas les moyens de financer, le système financier ne finance pas aujourd'hui la réindustrialisation, rien du tout, mais l'État a les moyens de le faire. Donc mon modèle, c'est le modèle en minuscule sur chacun de ces produits stratégiques, SpaceX, NASA, qui a fonctionné parfaitement aux États-Unis. C'est un système public-privé avec un peu de protectionnisme sur la commande publique, raisonnable. D'ailleurs, ça tombe bien, puisque l'essentiel des règles relatives aux aides d'État sont suspendues aujourd'hui au plan de l'Union européenne, montrant leur inefficacité et leur inefficience sur le temps long. Donc nous avons, je crois, les moyens de réussir cette réindustrialisation. J'entends ce que vous dites, mais il y a cette volonté que vous exprimez, et à la fois on est dans un monde où la concurrence est extrêmement rude, avec la Chine par exemple. Comment faire face quand les Chinois vont fabriquer certains de ces produits à, disons, 2 fois, 3 fois, 5 fois moins cher que ceux qu'on pourrait fabriquer ici? Mais nous prendrons des mesures de protection de nos intérêts et au nom de la sécurité sanitaire. Nous ne sommes pas obligés d'acheter, comme nous l'avons fait l'année dernière, 6 milliards de masques aux Chinois. Alors qu'on a demandé à des industriels de relancer des lignes de production, on a laissé tomber ces industriels qui sont au bord de la faillite et au tribunal de commerce. Parce que je me fais l'avocat du diable, les masques chinois sont beaucoup moins chers. Et j'ai envie de vous dire, et alors? Ce qui nous importe, c'est que nous ayons des capacités de production qui nous permettent d'être indépendants. Ça a un prix, l'indépendance. Et pour moi, le projet que je défends, c'est un projet qui vise à donner plus de travail à la France pour retrouver notre indépendance. Quitte à creuser encore un peu plus la dette publique? Je ne crois pas que ça creuse la dette publique, parce que ça va nous rapporter. Il ne faut pas seulement compter en dépenses, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est une dépense quand vous achetez à l'extérieur, mais quand vous investissez ici, et que vous fléchez de la commande publique, eh bien, vous avez des emplois dans les territoires, vous avez des gens qui cotisent, vous avez des impôts qui sont payés, donc c'est des recettes aussi. Mmh. Et je voudrais qu'on se mette à raisonner d'une façon différente, parce que c'est ça l'esprit du Made in France. C'est une révolution culturelle et économique, et c'est exactement
ce que les Japonais ont fait. Ils ont financé le rapatriement d'usines qu'ils ont fait fermer sur le sol chinois pour en financer la réouverture sur le sol japonais. Et les Américains font exactement ça. Et ils n'ont pas ce type de pudeur que vous semblez exprimer au nom d'autres qui disent comment ça va coûter trop cher. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'abord l'emploi industriel, la puissance économique et la capacité de faire tourner des usines. Et j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup aujourd'hui de propositions sur la table qui montrent la parfaite compétitivité d'un grand nombre de process industriels que nous retrouverions sur le sol français. Par exemple, il y a des industriels qui sont venus me voir, et je m'en suis saisi, qui m'ont proposé de reconstruire avec Alcatel, qui a été complètement détruit par Nokia, une 5G beaucoup plus écologique, beaucoup plus économe en énergie, mais totalement française, comme on avait fait le GSM, vous savez, il y a plusieurs décennies. Mais pour ça, il faudrait que l'État aide ce projet. Alors, j'ai envoyé une lettre au Premier ministre, il m'a dit faut que vous alliez faire l'appel d'offres. En vérité, ça ne marche pas comme ça. C'est un projet de l'État et des industriels qui ont les savoir-faire et les technologies. Une question sur le pouvoir d'achat des Français. On voit bien que c'est quand même une préoccupation majeure de beaucoup de monde dans ce pays. Comment garantir aux Français d'avoir un pouvoir d'achat plus fort dans les prochains mois ou les prochaines années ? D'abord, remettre la question du travail et des salaires au cœur de la préoccupation publique et sociale. D'ailleurs, c'est un reproche que j'adresse à la gauche. Elle l'est parce qu'on parle temps de travail, enfin c'est un sujet important dans ce début de campagne. Le travail et sa rémunération, c'est-à-dire la manière dont on honore l'effort. C'est un sujet qui a disparu de beaucoup de débats publics, et j'ai envie de vous dire, après les années d'austérité, la question du salaire a complètement disparu. On réglait les problèmes par des allocations. La prime d'activité, d'ailleurs le salaire n'est pas aujourd'hui au cœur de la politique de M. Macron ou de M. Castex. Aujourd'hui, on fait un chèque sur fonds publics, un chèque inflation. Le revenu universel, c'était aussi une réponse d'allocation et non pas de rémunération. Sur les salaires, qu'est-ce que vous proposez ? Alors moi, je propose 10% d'augmentation du SMIC et l'ouverture d'une négociation de toutes les branches interprofessionnelles pour remonter tous les salaires en dessous de 2 000 € bruts. C'est une proposition d'ailleurs que les syndicats défendent. Il y a déjà une multiplication des mouvements de grève pour des raisons salariales. Pourquoi ? Parce que vous avez une grave crise de pouvoir d'achat qui aujourd'hui fait beaucoup de dégâts dans le pays. Vous avez les produits alimentaires qui sont annoncés sur une augmentation d'environ 10 à 15% au mois de février. Le gaz, c'est une ponction de 700 € par ménage en moyenne selon l'ADEME. L'électricité a explosé. L'essence n'est pas loin de 2 € le litre. Si vous mettez ça bout à bout, les personnes qui n'ont que le SMIC pour vivre, et il y a 57 métiers aujourd'hui en tension où les gens ne peuvent plus travailler parce qu'ils n'ont pas les salaires qui leur permettent de vivre. La restauration, par exemple. Le BTP, les assistantes maternelles, tous les métiers d'aidants, vous savez, de soignants, ceux qu'on a applaudis pendant les années, les mois de Covid. Eh bien, tous ces métiers sont des métiers très dévalorisés. Mais comment est-ce que vous incitez, je ne sais pas si je reste sur l'exemple de la restauration, le patron d'un café-bar-restaurant à payer plus ses employés ? Comment le convaincre ? Comment l'inciter ? D'abord, le président lui-même de la Fédération de la Restauration a proposé une augmentation de 9% de tous les salaires de sa branche. Ce qui montre qu'il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas, dans notre pays, sous-payer les gens. Parce que c'est le moyen, il y a 300 000 emplois non pourvus, il n'y a pas d'autre solution que d'améliorer les salaires et la formation, bien sûr. Mais d'abord les salaires. Et cette prise de conscience, elle doit traverser toute la société. C'est-à-dire que les salaires, c'est un sujet qui a complètement disparu du débat public, et avec le mépris qui allait avec. Alors on vous donne une allocation, c'est-à-dire finalement on va chercher après les impôts qui vont pour financer ça. Mais le salaire, c'est le partage de la richesse dans l'entreprise. D'ailleurs, je propose également le dividende salarié, c'est-à-dire quand vous distribuez les dividendes, quand vous distribuez les dividendes, vous devez les partager pas seulement aux actionnaires, mais avec tous les salariés. Il n'y a que 5 millions de personnes dans notre pays sur 19 millions de salariés qui reçoivent l'intéressement ou la participation.
Donc l'étendre. Donc vous voulez l'élargir? L'élargir et démocratiser, c'est-à-dire l'étendre pas seulement à ceux qui ont des emplois de cadre, mais également à ceux qui font tourner la boutique. Alors vous parliez de temps de travail. Le temps de travail, aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. J'ai bien conscience. C'est la priorité de certains candidats qui veulent passer à 32 heures. C'est bien ce que j'ai entendu, c'est pour ça que j'y réponds, parce que c'est un débat utile et intéressant. On a fait les 35 heures, on a eu flexibilisation, annualisation et modération salariale. Je sais, par exemple, qu'aujourd'hui, dans les usines, dans beaucoup d'ateliers, d'entreprises, la priorité, c'est l'augmentation salariale. Donc ce n'est pas la modération salariale attachée à la réduction de temps de travail, même si dans certaines entreprises, il sera possible certainement de le négocier. France Culture, politique, Grégory Phillips. Arnaud Montebourg, je voudrais qu'on revienne sur la situation à gauche au moment où, en vérité, pour l'instant, aucun candidat n'émerge, mais nous sommes encore à 5 mois de la présidentielle. François Hollande, à l'occasion de la sortie de son livre, parlait d'un combat de Lilliputien à gauche. Quel est votre commentaire? Écoutez, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Je sais que 55% des électeurs de François Hollande l'ont quitté pour des raisons liées à la politique qu'il a menée, avec laquelle d'ailleurs je suis entré en désaccord public, ce qui m'a amené à quitter mon poste. Vous avez claqué la porte du gouvernement. Je veux ajouter que 15% des électeurs de François Hollande sont venus alimenter le Front National. Donc il faut réfléchir à ça avant de... et peut-être en faire une sorte d'inventaire personnel. On a tous droit à l'erreur, mais on peut aussi se poser des questions. Et donc, la gauche aujourd'hui, elle est en situation de désaccord. Il y a beaucoup de désaccords à gauche. Avec des candidats qui sont situés entre 2% et 10% des intentions de vote. Oui, au mieux. La question européenne n'a toujours pas été tranchée. Si je suis candidat, et je ne suis plus au Parti socialiste, c'est parce que j'ai vu de l'intérieur que nous avions perdu notre souveraineté, que nous ne décidions plus de la politique économique que nous avions à mener. Aujourd'hui, M. Macron, il a pris un engagement ouvertement avec la Commission européenne de Bruxelles pour faire la réforme des retraites, qui est une réforme antisociale contre les Français. Alors là, il l'a remise à plus tard, c'est-à-dire certainement après les élections. Pas la pandémie, non. Après les élections, pour certainement la faire admettre s'il est réélu. Donc ce sera la première mesure de l'après-élection. Pourquoi? Parce que l'Union européenne a pris le pouvoir sur les États membres. Pardonnez-moi, je reviens sur la situation à gauche. Alors, est-ce qu'un ou une candidate est capable de rassembler ces différents univers, enfin, de vous jusqu'à Yannick Jadot? Qui peut rassembler le plus? Écoutez, c'est un énorme problème, parce que quand on regarde la question écologique qui est fondamentale, mon projet est écologique, je propose de sortir du pétrole. Et je dis, pour sortir du pétrole, il faut donc que nous ayons un investissement important dans les énergies renouvelables et dans le nucléaire. Et les écologistes donc ça, c'est incompatible avec la proposition de Jadot, par exemple. En tout cas, c'est orthogonal. Je ne dis pas que c'est incompatible, mais il y a un désaccord très important. Fabien Roussel dit exactement ce que je dis, et Jean-Luc Mélenchon dit exactement ce que disent les Verts. C'est-à-dire que sur la question du nucléaire, alors qu'on commence à approcher vers un consensus national, Fabien Roussel, moi-même, le gouvernement actuel, la droite, nous avons là les moyens d'avoir une stratégie qui d'ailleurs est confortée par ce qu'a exprimé le dernier scénario de RTE, Réseau Transport Électricité. Nous pouvons tous nous mettre d'accord sur une stratégie énergétique décarbonée qui nous permette de faire face à l'angoisse climatique et l'inquiétude liée à l'usage des fossiles qu'il faut arrêter. Sauf que sur cet exemple-là, on voit bien qu'il n'y a aucune possibilité de s'entendre. Donc personne ne représentera la gauche et sera sans doute à même de se qualifier pour le deuxième tour. Vous avez les partis politiques qui répètent les mêmes choses depuis des années. Pour ma part, si j'ai pris la décision d'être candidat, c'est parce que le projet que je défends est une alternative à ce qui a toujours été répété par les mêmes partis politiques, et donc et qui offre une alternative sérieuse. Elle a commencé à s'installer. Il y a du répondant dans l'opinion. Sur le terrain, les gens m'interrogent. Et donc, les Français, à un moment, ils vont se rassembler. Ils vont choisir une solution. Ils écoutent les projets.
La campagne n'a pas commencé. Donc vous parlez des sondages, bien sûr. Et il n'y a aucun sondage qui, à cette date, donnait le résultat de l'élection. Pourquoi ? Parce que les Français vont commencer à entrer dans le débat et réfléchir à la manière de se rassembler. Et j'ai envie de vous dire, la gauche n'échappera pas à ce rassemblement, puisqu'elle est morcelée, qu'elle n'a pas de base de légitimité forte dans chacune de ses composantes. Madame Hidalgo a été investie par 20 000 personnes. Les Verts, il y a eu une primaire avec 100 000, 120 000 personnes. Même la droite, ils ont fait une primaire avec 120 000 personnes. Nous, on a fait des primaires à 3,5 millions de personnes. Vous vous rendez compte ? J'ai obtenu 600 000 voix dans la primaire il y a 10 ans. Que vous aviez organisé, que j'avais organisé d'ailleurs. Deux questions très pratiques, réponse courte. Est-ce que vous aurez vos 500 parrainages ? Je crois. Je suis allé au Salon des maires. J'ai vu l'écoute des maires, notamment ruraux, parce que ma candidature, elle vient, j'allais dire, de cette France-là. Elle refuse la concentration du pouvoir entre les mains ce que j'appelle des métropoles qui ont pris le pouvoir. Ils ont pris l'agenda politique, ils ont les ressources publiques, ils ont les sièges sociaux. Donc vous pensez que les maires vous apporteront en tout cas leur signature ? Je ne le pense pas, Monsieur Philippe. Il me l'apporte et j'ai déjà 230 parrainages environ. Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce que le projet de retour à la terre que j'ai défendu, qui d'ailleurs est une allusion à une bande dessinée publiée chez Dargaud, qui a eu beaucoup de succès, c'est l'esprit dans lequel nous imaginons de réinvestir la France des petites villes, qui a été abandonnée politiquement et oubliée économiquement, et qui est la victime en fait de la mondialisation dont nous avons, franchement, dont nous n'avons tiré aucun intérêt. Une autre question juste technique sur le financement de la campagne. Est-ce que vous êtes confiant ? On voit que d'autres candidats ont des difficultés. Anne Hidalgo, par exemple, si j'en crois le Figaro. Ah mais nous n'avons pas accès au système bancaire. Personne n'a accès au système bancaire. Donc, soit vous avez un parti politique qui vous finance, soit vous êtes contraint de solliciter les dons conformément à la loi. C'est ce que je fais d'ailleurs. Je suis heureux d'être soutenu. Donc, ma campagne suit son cours. Alors, comme chaque samedi, j'accueille dans ce studio l'historien Nicolas Rousselier, historien de la politique. Bonjour Nicolas. Bonjour Grégory. Et aujourd'hui, vous vous posez une question. La gauche peut-elle exister si elle n'a pas d'horizon international ? Voilà, la gauche peut-elle exister sans international ? Alors, il ne s'agit pas d'apprendre par cœur les paroles de la chanson de l'international, mais de réfléchir à l'international comme un horizon nécessaire à la politique, et en tout cas à la politique vue de gauche. Vous vous souvenez, Grégory, qu'il y a quelques semaines, nous avions invité Anne Hidalgo, et on avait posé la question, qui est peut-être une première, si vous voulez, rupture entre la gauche et les classes populaires. Et à l'occasion de l'invitation de M. Montebourg, on peut poser une deuxième question, une sorte de un deuxième décrochage entre la gauche et cet horizon international. Pourquoi est-ce qu'il est important d'évoquer cet horizon ? Alors, bon, je vais me permettre de faire un peu d'histoire. C'est votre rôle ? L'horizon international fait partie effectivement de l'ADN de la gauche depuis le 19e siècle. Alors, quand vous remontez au milieu du XIXe siècle, l'apparition de ce qu'on appelle les écoles socialistes, le mouvement ouvrier, était encore minoritaire dans l'ensemble des pays, par exemple comme dans la France, qui a longtemps été un pays encore rural. Donc, embryonnaires et minoritaires, ces mouvements ont tout de suite d'emblée créé des solidarités actives, concrètes, en fait en passant par-dessus les frontières. D'où la naissance de l'international, qui ensuite s'est divisé en plusieurs, mais ça je vais passer sur ces éléments. La raison la plus profonde de l'horizon international, elle tient à la philosophie politique, notamment dans la version marxiste, la philosophie de l'histoire. En fait, dans la version marxiste, le socialisme n'est pas une option parmi d'autres offerte aux électeurs. C'est une nécessité de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un capitalisme qui lui-même passe par-dessus les frontières, donc il y a une sorte d'international du capitalisme, la première mondialisation. Il y a dans la version marxiste l'idée que le capitalisme est voué à des contradictions qui vont le faire disparaître. Et donc, il est logique d'organiser cette future peut-être révolution, en tout cas la fin du capitalisme, dans plusieurs pays à la fois. Le Printemps des peuples de 1848 avait beaucoup crédité cette idée dans la gauche européenne qu'il fallait faire la même chose, la même politique dans plusieurs pays au même moment. Enfin, au XXe siècle, l'idée internationale s'est associée à un nouvel allié qui lui a donné beaucoup de puissance, au-delà même des mouvements ouvriers, au-delà de la classe ouvrière, c'est-à-dire l'idée du pacifisme. Notamment après la Première Guerre mondiale, beaucoup, par exemple, d'anciens combattants en France ou en Angleterre ont été pacifistes avec les idées de société des nations et déjà l'idée européenne.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on ne parle quasiment plus à gauche, en tout cas d'international? Oui, c'est là où je m'interroge, Grégory. C'est vrai qu'il y a une disparition pratiquement totale. C'est un silence assourdissant de cette idée d'international. Alors, on peut avancer peut-être une ou deux explications. La première, c'est vrai que l'idée d'international souffre certainement des échecs de l'Union européenne depuis à peu près 20 ans. Autrement dit, la mauvaise image de l'Union européenne rejaillit sur une famille politique qui avait été fondatrice dans la construction européenne. Je vais parler de la famille socialiste, qui était, avec la famille démocrate chrétienne, un des deux grands piliers de cette construction européenne. Donc quand l'Union européenne va mal, en fait, ça rejaillit sur l'image même du socialisme. La deuxième raison, c'est la mondialisation. Monsieur Montebourg le souligne souvent, l'Union européenne, en choisissant la politique d'austérité, a prouvé en quelque sorte son incapacité à servir de bouclier face aux effets néfastes de la mondialisation. D'où on en arrive à une mauvaise image de la mondialisation qui peut éventuellement mener à une mauvaise image de cette ancienne idée d'international. Autrement dit, on a la tentation de jeter le bébé avec l'eau du bain. Le bébé, donc l'idée d'international, et l'eau sale du bain, c'est-à-dire la mauvaise mondialisation. Alors pour conclure, en fait, il reste quand même quelque chose de l'idée d'international, de l'horizon international. Pourquoi? Parce que l'on voit que, par exemple, dans les mobilisations citoyennes contre le changement climatique, moi je vois auprès de mes étudiants le succès qu'a l'idée de cause, d'engagement pour une cause précise, par exemple à travers les ONG. Et les ONG, par définition, elles sont transfrontalières. Donc si la gauche va du côté d'une sorte de retour à la case départ de la nation, elle risque de manquer cette évolution qui est quand même fondamentale. Certes, elle est dispersée entre les jeunes, l'écologisme, différentes choses. Elle est dispersée, mais elle existe encore, cette aspiration à l'international. Merci Nicolas Rousselier. Et ça m'inspire une question, Arnaud Montebourg. Est-ce que votre attachement à la nation, à la souveraineté française, ne vous fait pas tourner le dos à la gauche, tout simplement? Absolument pas. Jean Jaurès, qui est le maître de la pensée socialiste, dans laquelle j'ai baigné, à cette phrase très belle, il dit: un peu de patriotisme éloigne de l'international, beaucoup de patriotisme y ramène. Que veut-il dire? C'est qu'une nation forte peut peser sur le désordre ou l'ordre du monde. Une nation faible est dévorée par le reste du monde. Et c'est bien la recherche dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce que vous voulez faire face à la mondialisation qui vous interdit d'être socialiste? Qu'est-ce que vous allez faire face à une Europe qui, là pour le coup, juridiquement, vous empêche de construire le projet européen que vous voulez mener? Eh bien, vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir une nation forte qui se reconstitue ses forces, pour peser dans un sens différent de celui de la fatalité que le monde vous impose. Mais ça veut dire quelle France vous imaginez ou vous souhaitez au sein de l'Union européenne, par exemple? Je suis un restructurateur de l'Union européenne. Je crois que nous avons besoin de l'Europe pour mener les grandes politiques mondiales, nous protéger contre les GAFAM, nous protéger contre les excès de puissance industrielle chinoise, organiser la riposte collective face aux problèmes de la menace climatique. Quand vous voyez que les Chinois, les Indiens, plus 3 pays autour, sont en train de construire 620 centrales à charbon, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes une France forte? Déjà demander à la Pologne et à l'Allemagne de fermer ces centrales à charbon, et puis se tourner ensuite ensemble vers le reste du monde pour le faire. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, en tout cas, le cadre européen reste nécessaire. Il est nécessaire, mais nous avons besoin de restaurer un minimum raisonnable de souveraineté pour que nous puissions décider par nous-mêmes. Qu'est-ce que la souveraineté? C'est le droit de décider par nous-mêmes de ce que nous voulons. Et ce n'est plus vraiment possible dans un grand nombre de cas. Si on prend un exemple précis, est-ce que ça veut dire que, par exemple, le droit français doit être supérieur au droit européen? Oui. On s'est posé la question à propos de la Pologne il y a quelques jours. D'abord, il l'est de façon constitutionnelle. Les constitutions priment la force du droit européen. Mais, par exemple, lorsque l'intérêt national vital est en jeu, l'industrie, nous sommes menacés économiquement. La directive travailleurs détachés, c'est du dumping social à domicile. Nous sommes menacés socialement. Donc là, vous avez 2 exemples où nous pouvons parfaitement dire, en tout cas moi c'est ce que je souhaite et c'est ce que je propose, que la loi nationale, en dernier ressort, exprimera dans certains cas
les plus importants et où il sera raisonnable de le faire, où il y aura une majorité pour le dire, la supériorité de notre intérêt national aux exigences juridiquement exprimées par l'Union européenne. Comment porter ça à Bruxelles ou à Strasbourg ? Ah, mais on ne va pas le porter, nous allons le déclarer. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les Allemands dans le tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Ils ont dit, on vous rappelle que de toute façon, les décisions en matière monétaire, ils l'ont fait en matière monétaire. Je vous rappelle que M. Barnier, qui est candidat à la primaire de la droite, LR, a déclaré exactement la même chose. Et pourtant, c'est un eurocrate. Et il sait, et d'ailleurs, quand on lui a demandé de se justifier un peu comme vous le faites aujourd'hui vis-à-vis de moi, il a dit, je sais ce que c'est que le Brexit, et franchement, il y en aura d'autres. Donc il va falloir laisser respirer les nations. Puis j'ai envie de vous dire, on a vécu sur ce type de règlement, c'est-à-dire où la loi nationale est supérieure à celle de l'Europe, jusqu'en 1989. Est-ce que la construction européenne en est morte ? Non. Donc ce rééquilibrage, je suis pour la restructuration et le rééquilibrage, c'est-à-dire la restauration d'une part raisonnable de souveraineté pour nous permettre de respirer. Ce sera le mot de la fin. Merci Arnaud Montebourg. C'était Politique, une émission à réécouter si vous le souhaitez en podcast sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Programmation Anne-Claire Bazin, préparation Julien Loquet, prise de son Jean-Guilain Meige. La semaine prochaine, nous recevrons Jean-François Copé, Les Républicains. Et puis je vous donne un autre rendez-vous demain. Cette fois, l'Esprit public de Patrick Cohen sera en direct du Théâtre de la Ville, Espace Cardin à Paris, entre 11h et midi. Pour assister à l'émission, vous pouvez vous inscrire sur le site internet du théâtre. Quant à moi, je vous dis à samedi prochain.